le dernier paragraphe de ce chapitre 3 sur l'étude des systèmes planaires, c'est le prisme. Et nous allons passer en revue l'étude du prisme et l'étude des propriétés du prisme et les relations du prisme. Donc, on peut définir et représenter le prisme comme sur la figure devant nous. Nous avons tout simplement un matériau transparent homogène isotrope d'indice n qui est taillé de manière à ce que les dioptres qui les constituent, qui sont des dioptres plans, soient disposés de manière non parallèle. C'est l'inverse du lame à face parallèle. Donc, on le voit ici, vous avez une face d'entrée, vous avez une autre face de sortie, et vous avez la base, vous avez l'arête, et vous avez ce qu'on appelle l'angle du prisme. Donc, un prisme est caractérisé par la base, par son indice et par son angle. Donc, ça, c'est une configuration aussi d'un prisme triangulaire qui permet juste de vous donner un aperçu de ce petit matériel optique. C'est aussi un système optique qui est très utilisé en industrie et dans beaucoup d'applications aussi. Donc, c'est des milieux transparents d'indice n limités par deux plans non parallèles. Un prisme peut être taillé dans du verre, elle peut être taillé dans du verre ou tout autre matériau homogène transparent, bien évidemment isotrope, il a un indice et ainsi de suite, un angle et une section principale et la base. Bien, alors on va aussi étudier l'émergence d'un rayon lumineux. Donc le prisme, comme vous le voyez ici, donc si j'envoie un rayon lumineux incident avec un angle d'incidence, le prisme a un angle A et un indice N. Donc si le prisme est plongé dans un milieu qui est l'air d'indice N, je passe d'un milieu d'indice 1 vers un milieu d'indice N. Donc j'ai tendance à s'approcher de la normale. Donc le rayon incident va s'approcher de la normale. Donc ça c'est la face D1. Elle n'est pas parallèle avec la face D2 qui est ici. Et quand il arrive sur cette face, il va pouvoir partir d'un milieu d'indice N pour sortir vers l'air. Donc il va passer d'un milieu d'indice plus grand vers un milieu d'indice plus petit. Et là, je vous dis attention. Pourquoi ? Parce qu'en passant d'un milieu d'indice plus grand vers un milieu d'indice plus petit, je risque d'avoir le phénomène qu'on avait étudié la première séance qui est la réflexion totale interne. C'est-à-dire sur cette face, je peux avoir un retour et peut-être le rayon ne va pas émerger. On va supposer qu'on n'est pas dans le cas de la réflexion totale et que nous sommes toujours dans le cas de deux réfractions sur la face D1 et la face D2 et que le rayon va émerger. Et dans ce cas, on remarquera que le prisme a une propriété principale qui sert à ramener les rayons vers la base tout le temps. Parce qu'au-delà de ce rayon émergent, le rayon peut venir dans le prisme, c'est-à-dire avoir une réflexion totale. On va voir les conditions d'émergence après. Donc, mais de manière générale, si on n'a pas de réflexion totale sur la face D2, un prisme va avoir tendance à ramener la lumière vers sa base, tout simplement. Donc le rayon incident va donner I. R, c'est le premier angle de réfraction. R', ça va être l'angle d'incidence sur la deuxième face. Et I', ça va être l'angle d'émergence ou de réfraction sur la deuxième face, supposant que nous n'avons pas, bien évidemment, le phénomène de réflexion totale interne. Sur cette face, je ne peux pas avoir la réflexion totale interne parce que le milieu d'entrée, il est plus faible, il est moins réfringent, donc il va se réfracter en s'approchant de la normale. Je prends le rayon réfracté qui devient incident sur la deuxième face, il va émerger avec risque d'avoir de la réflexion totale. C'est pour ça, là j'ai fait juste la construction, après je vais étudier les conditions d'émergence. On va voir que ça a un rapport avec ce que je viens de vous dire. Donc le prisme a pour propriété principale de ramener la lumière vers la base. Il est utilisé dans de nombreuses applications industrielles. Nous allons aussi faire le point sur quelque chose de très important pour le prisme, c'est ce qu'on appelle la déviation. La déviation, c'est-à-dire, c'est combien le rayon incident a dévié, le rayon émergent a dévié par rapport au rayon incident. Donc, c'est-à-dire combien le rayon incident a changé de direction. Donc voilà, le rayon incident, regardez, il va émerger comme ça. Et donc la déviation, c'est par rapport au rayon incident, ce grand angle qui s'appelle D. Et on va voir ce que ça veut dire, cette déviation, et c'est quoi la déviation minimale, l'étude, sa variation, et quel est son intérêt. Alors, évidemment,
le prisme a d'autres propriétés aussi importantes. Il permet de monochromatiser la lumière. C'est-à-dire, si vous envoyez un faisceau de lumière polychromatique, blanche tout simplement, ou jaune, à la sortie, dans certains cas, quand on est bien réglé, justement au minimum de déviation, je vais avoir sur un écran ce spectre de lumière. Et ça va entre le violet jusqu'au rouge et non pas l'inverse. On va voir après quel est le lien entre l'indice et la longueur d'onde. Donc une lumière polychromatique ou lumière blanche va être dispersée. C'est ce qu'on appelle le phénomène de dispersion. Donc entre le violet, c'est le plus dévié, et le rouge qui est le moins dévié. Je rappelle que pour justement voir cette déviation, il va falloir que je fasse le prolongement et que j'ai la déviation du rouge, la déviation du jaune, et là, j'ai la déviation du violet. Voilà. Donc, vous voyez, les couleurs qui sont des longueurs d'onde, ils sont déviés selon, bien évidemment, en fonction de l'indice. Et on va voir que, d'après la relation qu'on appelle la relation de Cauchy, que l'indice n'est pas constant, comme on vous l'a dit, mais ça dépend de la longueur d'onde. Il varie en inverse, il est inversement proportionnel à la longueur d'onde au carré, tout simplement. Voilà, donc le prisme permet de décomposer la lumière blanche en lumière monochromatique, phénomène appelé aussi la dispersion de la lumière. Alors, pour les formules du prisme, nous avons 4 formules d'ailleurs que vous connaissez, parce que c'est des formules que vous avez rencontrées au lycée. Donc, je représente le prisme avec l'angle A, son indice. Je prends le premier rayon incident SI. Donc, I, c'est le point d'incidence sur la face D1. I', c'est le point d'incidence sur la face D2. Et donc, vous avez un rayon qui va se réfracter première fois, deuxième fois, il va émerger. I', S', et je note la déviation. Alors, ce n'est pas très compliqué pour démontrer ces relations. Je vais utiliser juste la loi de Descartes. Donc, au point I, j'ai l'air sinus de I égale, c'est la loi de Descartes, égale à N sinus de R. Et ce que j'ai écrit là, c'est ce qu'on appelle la première relation du prisme. Donc, N sinus R est égal à sinus I. Maintenant, au point I', j'ai N sinus R', R' égale à 1 sinus I', c'est-à-dire sinus I'. C'est ce qu'on appelle la deuxième relation du prisme. Alors, maintenant pour la troisième relation du prisme, c'est l'angle du prisme qui est égal à R plus R'. Pour faire cette démonstration, je vais faire un calque sur ma construction. Je vais garder la même chose, juste enlever les rayons incidents, réfractés et émergents, tout simplement. Donc, ça c'est la première normale sur le dioptre D1, ça c'est la deuxième normale sur le dioptre D2, et je vais remarquer que A reste à sa place, que l'angle que vous avez là c'est 90, 90, l'angle A et cet angle-là. Maintenant, nous avons entre I, A, I' et H, la somme des angles est égale à 2π. C'est-à-dire que l'angle A plus cet angle-là, plus 90 est égal à 360. Donc, ça veut dire que si je note cet angle qui est là, alpha, je vais avoir A plus 2 fois 90 plus alpha est égal à 360. Donc, si je fais alpha plus pi plus A égale 2π. C'est ça. Donc, alpha égale à 2π moins pi moins A. C'est-à-dire alpha égale à pi moins A. Donc, cet angle-là est égal à pi moins A. C'est-à-dire que l'angle que vous avez là, c'est bien A.
Or, si je remarque sur cette construction, et je vais enlever ça, je vais avoir que l'angle que vous avez là, c'est ça, l'angle que vous avez là, que je viens d'écrire que c'était alpha, qui est égal à pi moins A, n'est autre que R plus R'. Et voilà ma troisième relation. Il reste la dernière relation qui est tout simplement la relation de la déviation. Et je vais l'expliquer autrement. Quand j'ai un prisme avec cette configuration, vous avez le rayon incident, le premier réfracté et le rayon émergent. Et j'ai dit que D, c'est l'angle entre la direction d'incidence, celle-là, et le rayon émergent. Alors, cette déviation va être la somme de deux déviations, D1 plus D2. La première déviation a lieu au point I. Et au point I, D1, j'ai un incident avec I et un réfracté plus petit, R, par rapport à I. Donc la première déviation, c'est I moins R. Au point I', la deuxième, c'est au point I', j'ai un rayon incident sur la deuxième face qui va s'éloigner de la normale en I'. Donc la deuxième déviation, D2, va être I' moins le rayon incident, moins l'angle d'incidence, c'est R'. Et moi, je sais que D est égal à D1 plus D2. Donc si je fais la somme, ça va être I moins R plus I' moins R, qui peut être écrit comme étant tout simplement I plus I' et moins facteur de R plus R'. Résultat, donc D égale à I plus I' moins l'angle A. Parce que R plus R' que vous avez là n'est autre que A d'après la troisième formule. Et ainsi, j'ai démontré la troisième formule, la quatrième et dernière relation du prisme. Voilà les formules. Maintenant, on va passer au quatrième point, comme je l'ai expliqué avant. Pour un prisme, il y a ce qu'on appelle une condition d'émergence. Donc, on ne peut pas avoir une émergence quelconque, mais on doit respecter parce que, comme je l'ai expliqué, on risque d'avoir une réflexion totale interne sur la deuxième face, vu qu'on passe d'un milieu plus réfringent vers un milieu moins réfringent. Donc, dans un prisme, on peut avoir une réflexion totale interne. Je souligne bien le mot. Donc, la réflexion totale interne, ce n'est pas la réflexion tout court, c'est une réflexion qui vient de conditions spéciales quand une lumière passe d'un milieu à un autre. Donc, quand on passe d'un milieu n à un milieu d'indice inférieur, c'est ce que j'avais dit, alors sur la deuxième face du prisme, c'est-à-dire sur cette face, il y a réflexion totale interne uniquement si R' qui se trouve là est supérieur à l'angle limite de réflexion. Pour voir et comprendre ça, il faut se référer au chapitre 1, parce que nous l'avons fait et en détail. Donc, c'est ce qu'on appelle le principe de la fibre optique. Donc, il y a réflexion totale si l'angle R' est supérieur à l'angle limite. L'angle limite, je l'ai noté petit l. Et dans ce cas, la condition va être n, je vais l'écrire ici, n sinus de R', qui est égal à 1 sinus de I'. Le I' que vous avez là va être égal à pi sur 2, c'est-à-dire il va y avoir une réflexion totale interne. Donc ça va être sinus de pi sur 2, c'est-à-dire 1. Et cet angle qui est là va être l'angle limite IL, que j'ai noté sur ce slide petit l. C'est-à-dire que n sinus L est égal à
à 1. Voilà. N sinus L est égal à 1. C'est déjà écrit. Maintenant, dans ce cas, R' est inférieur ou égal à petit l. Donc, je vais devoir enlever ça parce que vous l'avez déjà sur le texte. Alors, les formules du prisme vont changer maintenant. Donc, R, parce que R, c'est le premier angle de réfraction, puisque nous sommes dans ce triangle I, H, I', si R' a une condition, ça va se répercuter sur petit r, c'est-à-dire que R va être supérieur ou égal à A moins petit l. C'est normal, parce que la somme des angles, il est fixe, il est égal à 180. Donc, si R', il a une condition qui est justement petit l, c'est l'angle limite, alors R doit être l'inverse. Pour que lui soit plus petit, il faut que R soit supérieur. C'est normal parce que la somme des angles est égale à 180. Et sinus de I supérieur ou égal à N fois sinus de A moins L. C'est normal parce que j'applique la loi de Descartes en ce point. Évidemment, je remarque aussi que quand on parle de N sinus de A moins L, donc que sinus de I est supérieur ou égal à N sinus de A moins L, mais sachez que sinus de I est lui-même plus petit que 1. C'est-à-dire que 1 est plus grand que sinus de I, et sinus de I, regardez, est supérieur à N sinus de A moins L. Donc, c'est exactement la même chose. Puisque 1 est supérieur à ça, je fais 1 sur N est supérieur à sinus de A moins L. Et 1 sur N, d'après ça, c'est sinus de L supérieur à sinus de A moins L. Ça veut dire quoi? Je sais que je suis entre 0 et 90 degrés et que la fonction sinus est strictement monotone. Je me permets de dire que L est supérieur à A moins L. Et quand L est supérieur à A moins L, je déduis facilement que L supérieur à A moins L, c'est-à-dire je ramène L de ce côté-là, ça va être 2 L supérieur à A. Alors, la condition d'émergence, il faut absolument que l'angle du prisme A soit plus petit à 2 fois, justement, l'angle limite de réflexion totale. Ainsi, on a fait la démonstration. Il faut savoir la faire, mais ce n'est pas compliqué, juste suivre ce modèle. Voilà, je vais encore effacer ça et passer à ce qu'on appelle la déviation minimale, la déviation de manière générale et la déviation minimale dans le cas particulier. Évidemment, comme je l'ai dit, je peux utiliser un prisme dans un laboratoire de travaux pratiques et je peux juste l'utiliser n'importe comment, ça ne va rien donner, mais si je l'utilise et je l'optimise, je vais l'utiliser de ce qu'on appelle la déviation minimale. Donc, il faut régler de manière à ce que la lumière incidente puisse passer par un point qui va donner donc une déviation, mais juste à gauche ou à droite, je vais avoir le même angle. Donc, c'est pour un angle, je vais avoir 2 fois si je fais le retour inverse de la lumière. De toute façon, si je reviens vers la déviation qu'on avait démontrée dans les 4 relations, vous remarquez que la déviation qu'on note par D, c'est une fonction à 3 variables. Enfin, c'est une fonction qui dépend de l'angle A, de l'indice N et de l'angle I. C'est-à-dire, c'est une fonction qui peut être dérivée avec une différentielle qui s'écrit variation de D par rapport à A quand I et N. C'est ce qu'on a fait, c'est comme ce que vous faites en thermodynamique, c'est la même chose. Donc, une fonction PVT ou une fonction x, y, z. La différentielle de D, c'est la dérivée partielle par rapport à A avec I et N constant, dA, plus D de D sur Dn, IA constant Dn, plus D de D sur DI, DI avec N et A constant. Donc, on ne va pas aller dans le calcul détaillé de la différentielle, mais c'est important de le savoir. Donc, si je représente cette déviation sur un graphe, je vais voir que la déviation, elle varie en fonction de I et elle passe par ce qu'on appelle un minimum. C'est ce qu'on appelle le minimum de déviation Dn. Et c'est sur ce point que le prisme est utilisé de manière optimale. Je répète, à la déviation minimale,
Le prisme va être utilisé dans un laboratoire, donc pour sa partie pratique, il va être utilisé et optimisé. Donc la déviation du prisme par un minimum qu'on appelle dm, et à ce minimum de déviation, le trajet du rayon lumineux est symétrique par rapport au plan bisecteur du prisme. Donc vous aurez la moitié de ce côté et l'autre moitié juste à côté. Donc je peux écrire que IM dans ce cas est égal à I', R égale à R', mais est égal à la moitié de A. Parce que rappelez-vous que dans le triangle I', vous avez R, R' et H. Et dans ce cas, vous allez avoir tout simplement R égale à R' égale à la moitié de A. Donc dm, si vous remplacez, vous allez trouver ces deux IM moins A. Et de cette relation, on va tirer IM. Donc IM, ça va être dm plus A sur 2. Je répète, IM va être dm plus A sur 2. Et si vous prenez le sinus de IM, c'est ça, si vous prenez, alors, pourquoi je fais ça? Oui, si je prends IM est égal à dm plus A sur 2, c'est dm plus A sur 2. Si je prends le sinus de IM dans le prisme, eh bien ça va être, d'après Descartes, n sinus de A sur 2, parce que R et R' là est égal à A sur 2. Et donc je peux tirer que n est égal à sinus de n demi de A plus dm sur sinus de A sur 2. Et c'est ce qu'on appelle la détermination de l'indice n. N égale à sinus de A plus dm sur 2 sur sinus de A sur 2. Donc ce qui montre que effectivement que n s'exprime en fonction de dm et en fonction de A. Donc qu'on dévarie avec la longueur d'onde de la lumière incidente, en effet, l'indice d'un matériau, comme je l'ai rappelé, d'après la relation de Cauchy, ou la loi de Cauchy, il est fonction de la longueur d'onde, inversement proportionnelle à la longueur d'onde. Ça veut dire que n que je viens d'écrire ici, elle est proportionnelle à A plus B sur lambda 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand la longueur d'onde elle est grande, puisque dm varie en fonction de n, donc évidemment, puisque nous sommes dans le cas du sinus qui est strictement monotone, quand m devient plus grand, n devient plus grand, quand n devient plus petit, dm devient plus petit, mais n est connecté avec l'inverse de la longueur d'onde. Ça veut dire quand la longueur d'onde est grande, l'indice est petit, la déviation est plus petite. Pourquoi ça? Parce que on va voir dans le dernier point, c'est ce qu'on appelle la dispersion de la lumière. Pourquoi le violet, il est vers le bas et pourquoi pas le rouge qui est vers le bas. Voilà. Et donc, j'enlève ça et je passe à la dispersion de la lumière pour terminer avec ce chapitre. Et on va étudier la dispersion. La dispersion, donc je vais la réexpliquer. Vous envoyez une lumière polychromatique et ça va se scinder en plusieurs couleurs. C'est un spectre de couleurs qui sera obtenu quand je suis bien réglé aux conditions optimales, c'est-à-dire à la déviation minimale. Donc la dispersion d'une lumière complexe ou la décomposition en lumière simple est due à la différence des indices de la substance dispersive, c'est le matériau, d'accord, pour les différentes radiations. L'indice d'une substance dépend de la longueur d'onde de la lumière la traversant. Maintenant, je remarque sur ce schéma que le violet, il est vers le bas et que le rouge, il est vers le haut. Donc, si je considère que n, d'après la loi de Cauchy, c'est A plus B sur lambda 2, je remarque que pour le violet, la longueur d'onde, elle est petite. Et évidemment, si elle est petite, ça veut dire que le n, il est grand. Et je vais juste revenir vers l'expression de la déviation et je remarque que n, il est connecté avec D. Ça veut dire quand D augmente, N augmente, ou quand D diminue, N diminue. Ça veut dire que N augmente, lambda diminue, mais D augmente. Ça veut dire que la déviation du violet, elle est beaucoup plus grande que la déviation des autres couleurs dont la longueur d'onde sont petites. Donc la déviation du prisme croît avec l'indice. La lumière blanche contient toutes les radiations visibles. Le violet entre 350 ou 400 sera plus dévié que le rouge de longueur d'onde 750. Voilà. Et ainsi se termine ce chapitre sur l'étude des systèmes planaires dans le cadre du module de l'optique géométrique. Je vous remercie.